Thought for 16 seconds. Avez-vous déjà été prié de céder votre place à quelqu'un de plus important? La réponse d'Étienne Moreau fit regretter à toute une compagnie aérienne son arrogance mal placée. La première fois que je l'ai vu, il ne semblait pas être sur le point de faire les gros titres des journaux. C'était simplement un autre passager à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, par un après-midi ordinaire, vêtu d'un blazer bleu marine taillé sur mesure sur un simple t-shirt gris, un jean sombre et des mocassins bien cirés, évoquant cette élégance discrète si chère aux Français, où le style n'est pas ostentatoire, mais reflète une assurance intérieure forgée par l'expérience. Son nom était Étienne Moreau, 47 ans, fondateur et PDG de Moreau Technologies, une entreprise de logiciels qui fournissait des solutions informatiques complexes à plusieurs grandes corporations, dont une compagnie aérienne nationale bien connue, Air Gallia, dont les systèmes dépendaient en grande partie de ces innovations pour maintenir leur efficacité opérationnelle, un détail qui allait bientôt prendre une tournure inattendue. Il venait de conclure l'un des plus gros contrats de sa carrière à Marseille la veille et se dirigeait vers son siège social à Paris, la ville lumière, où l'attendaient des réunions cruciales et être un verre de vin rouge pour célébrer, car Étienne, en bon parisien d'adoption originaire de la province, savait apprécier les plaisirs simples de la vie après l'effervescence des affaires. Pour lui, ce vol n'était pas seulement un trajet de retour, c'était une occasion de respirer, de savourer enfin la tranquillité et être même de commander un cognac avant le décollage, rappelant ces moments de réflexion solitaire que les Français chérissent tant, inspirés par les philosophes des Lumières qui prônaient la contemplation au milieu du tumulte. Il n'avait pas de suite ni d'assistant affairé derrière lui, seulement son élégant bagage à main noire et un attaché, case en cuir sous le bras, symbole de son indépendance farouche, une valeur ancrée dans la culture française où l'individualisme s'harmonise avec le collectif républicain. Le terminal était bruyant, rempli de voyageurs pressés, de familles en vacances et d'hommes d'affaires consultant leurs montres. Mais Étienne naviguait dans ces espaces sans attirer une attention superflue, une compétence qu'il avait acquise tôt dans sa carrière, quand les gens le sous-estimaient souvent avant de réaliser qui il était vraiment, un rappel des inégalités sociales que la France, malgré sa devise de liberté, égalité, fraternité, n'avait pas encore totalement éradiqué. Quelques voyageurs lui jetèrent des regards casuals, du genre que l'on adresse à des inconnus que l'on croit reconnaître d'un film ou d'une conférence, mais sans certitude, car Étienne cultivait cette discrétion parisienne, évitant les éclats qui pourraient perturber l'équilibre harmonieux de la vie quotidienne. Lorsque l'embarquement pour la première classe fut annoncé, Étienne fut l'un des premiers à se lever, marchant calmement vers la porte, scannant son billet et descendant la passerelle vers le siège 1A, son favori, non seulement pour l'espace supplémentaire pour les jambes ou le service prioritaire, mais parce qu'il représentait une constance dans une vie où peu de choses l'étaient, un ancrage comme les cafés parisiens où l'on revient toujours pour retrouver un peu de soi. Pour lui, ce siège signifiait la stabilité, un rituel presque sacré dans le chaos des voyages d'affaires. Et tandis qu'il s'installait, Étienne observa autour de lui. La cabine sentait légèrement le nettoyant aux agrumes, et le repose-tête en cuir était frais sous sa main, évoquant ces sensations tactiles que les Français aiment décrire avec précision dans leurs récits littéraires, comme chez Proust où les odeurs réveillent les mémoires enfouies. Il rangea son attaché, case sous le siège devant lui, et glissa son téléphone dans la poche latérale, n'attendant rien d'inhabituel, car il avait accompli cette routine des centaines de fois auparavant, mais le confort, comme il allait bientôt le rappeler, peut être trompeur, une leçon philosophique sur l'impermanence que les existentialistes français comme Sartre auraient appréciée. Deux rangées derrière lui, un homme plus jeune, d'environ 30 ans, grand et aux cheveux blonds sablonneux, entra avec une confiance arrogante, vêtu d'une chemise bleu pâle boutonnée, manches retroussées, et des lunettes de soleil de designer poussées sur sa tête, incarnant ce type de Parisien branché qui pense que le monde lui doit une révérence, un contraste avec l'humilité apparente d'Étienne. Étienne ne le remarqua pas au début. Mais en quelques minutes, cet homme, qui s'appelait Jacques Lefebvre, un habitué des vols fréquents et membre élite de la compagnie, allait devenir le centre d'une interaction qu'Étienne ne pourrait ignorer et n'oublierait pas de sitôt, un affrontement qui soulignait les tensions sociales dans une France où l'élitisme persiste malgré les idéaux républicains. L'équipage de cabine terminait les vérifications près, embarquement quand Étienne entendit des pas mesurés s'approcher, levant les yeux pour voir une hôtesse de l'air menue aux traits aigus s'arrêter à sa rangée, son ton poli mais ses mots enveloppés d'une tension inconfortable, comme dans une pièce de théâtre absurde où les rôles sont mal distribués. « Monsieur Moreau, commença-t-elle, jetant un bref regard par-dessus son épaule,
Nous allons avoir besoin que vous changiez de siège pour un moment. Il y a eu une confusion, et un autre passager a été assigné à ce siège. Étienne cligna des yeux, surpris, désolé, mais c'est mon siège. Il est indiqué sur mon billet d'embarquement. Elle hocha la tête rapidement. Je comprends, monsieur, mais ce gentleman, fit-elle un geste subtil vers l'homme plus jeune maintenant debout près de la galée, était censé avoir ce siège réservé. Les sourcils d'Étienne se froncèrent. Il savait comment fonctionnait le système de siège des compagnies aériennes. Il n'existait pas de réservation VIP qui pouvait annuler un billet de première classe confirmé au dernier moment, du moins pas sans une raison très inhabituelle. Et pourtant, quelque chose dans sa voix lui indiquait que cela n'était pas une erreur administrative, mais une manifestation de ce favoritisme que les Français dénoncent souvent dans leurs débats sur l'égalité. L'hôtesse transféra son poids d'un pied à l'autre, ses yeux se posant brièvement sur le jeune homme qui s'appuyait nonchalamment contre le mur près de la galée, les bras croisés comme s'il avait tout le temps du monde, une posture qui irritait Étienne, lui rappelant ses jeunes années à l'université à Paris, où des étudiants issus de familles aisées le regardaient de haut parce qu'il venait d'une petite ville de province, un souvenir qui ravivait en lui une détermination farouche à ne pas céder à l'injustice, ancrée dans l'esprit de la Révolution française qui prônait l'égalité pour tous. C'est juste qu'il est un voyageur VIP fréquent avec notre compagnie, dit-elle doucement, presque en s'excusant. Cela nous faciliterait les choses, si vous pouviez prendre un autre siège pour ce voyage. Étienne pouvait sentir le subtil changement dans la cabine autour de lui. Quelques autres passagers en première classe regardaient maintenant, feignant de ne pas écouter mais suivant clairement chaque mot, une curiosité qui flottait dans l'air comme un parfum discret dans un salon parisien. Il tourna la tête et regarda enfin l'homme pour qui on lui demandait de se déplacer. Le type souriait légèrement, comme si tout cela n'était qu'une légère contrariété pour lui, mais aussi quelque chose qu'il s'attendait à voir se résoudre en sa faveur. Sans offrir de présentation ni de parole pour dire « ce n'est pas grave », il se contenta de rendre le regard à Étienne, comme en attendant de voir s'il obtempérerait, une arrogance qui contrastait avec les valeurs de courtoisie française idéalisées dans les manuels d'éducation. « Et où me placeriez-vous » demanda Étienne calmement. L'hôtesse hésita. Siège 13. C'est toujours en première classe. Juste quelques rangées derrière. Quelques rangées derrière, cela n'importait pas à Étienne en termes de service, mais il savait exactement de quoi il s'agissait. L'homme derrière lui ne voulait pas le siège 1A parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était un symbole de priorité. Et maintenant l'équipage semblait prêt à le déplacer pour accommoder cela, une décision qui heurtait son sens de la justice, rappelant les débats actuels en France sur les privilèges des élites. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais juste à ce moment, une autre passagère, une femme âgée assise de l'autre côté de l'allée, prit la parole. Elle s'appelait Marie Dupont, une retraitée élégante avec un chignon impeccable et un foulard Hermès, incarnant cette sagesse française des aînés qui n'hésitent pas à intervenir quand l'injustice pointe son nez. Pourquoi devrait-il se déplacer? Il est déjà assis où il doit être, dit-elle d'une voix ferme, avec ce type d'autorité qui fait que les gens s'arrêtent, une voix qui évoquait les matriarches des familles françaises défendant les principes républicains. Les lèvres de l'hôtesse se pincèrent, mais elle ne répondit pas à la femme. Au lieu de cela, elle regarda de nouveau Étienne. Attendant, à cet instant, Étienne pensa aux 20 dernières années, aux fois où on l'avait confondu avec l'assistant de quelqu'un plutôt que le propriétaire, aux soirées de networking où les gens l'ignoraient jusqu'à ce qu'il réalise que son nom était sur le contrat, des expériences qu'il avait forgées, lui apprenant à choisir ses batailles, mais aussi que certains moments définissaient plus que la prochaine heure. Il définissait qui l'on était pour soi-même, une réflexion introspective typique de la littérature française où les personnages comme ceux de Camus affrontent l'absurde avec dignité. « Je ne vais pas me déplacer », dit-il enfin, son ton calme mais inébranlable, comme un refus poli mais ferme dans un salon diplomatique. L'hôtesse hocha la tête tendue et marcha vers la galée. Étienne pouvait entendre des voix étouffées, la sienne et celle d'un autre membre d'équipage, avant qu'elle ne revienne avec un sourire crispé. « Très bien, monsieur Moreau, dit-elle. Nous verrons ce que nous pouvons faire. » Elle s'éloigna à nouveau, mais cette fois, l'expression du jeune homme avait changé de confiante à légèrement irritée, un signe que l'arrogance se fissurait face à la résistance. Le reste des passagers reprit leur petite conversation, mais Étienne savait que cela n'était pas terminé. Quelque chose lui disait que l'équipage n'avait pas fini d'essayer de le déloger de ce siège, mais ce qu'il ne réalisait pas encore, était à quel point leur prochain essai serait public et humiliant. Un crescendo dramatique, digne d'une tragicomédie molièresque. Le processus d'embarquement s'allongea, et Étienne pouvait sentir la tension revenir dans la cabine. Les passagers s'installaient,
rangeant leurs valises et feuilletant les cartes de sécurité, mais de temps à autre, ils surprenaient le jeune homme en train de le regarder, comme quelqu'un observant un échiquier en attendant le prochain coup. Une métaphore qui convenait bien à Étienne, passionné d'échecs depuis son enfance en province, où il avait appris la stratégie patiente. Le coup arriva plus vite qu'Étienne ne l'avait prévu. La même hôtesse revint, cette fois accompagnée d'un autre membre d'équipage, plus grand avec une attitude énergique et sans fioriture, un steward nommé Olivier qui arborait un badge impeccable, symbolisant l'autorité formelle de la compagnie. Le plus grand se pencha légèrement vers la rangée d'Étienne. « Monsieur Moreau, commença-t-il, je crains qu'il y ait eu une mauvaise communication concernant les sièges. Nous avons vraiment besoin que vous vous relocalisiez pour que ce passager puisse prendre sa place assignée. C'est important pour nos opérations aujourd'hui. » Étienne haussa un sourcil. Important pour vos opérations ou important pour lui? Sa voix était stable, pas élevée, mais assez forte pour que les passagers voisins lèvent à nouveau les yeux. Un murmure de curiosité se propageant comme une rumeur dans un café du quartier latin. Le jeune homme, Jacques, s'avança enfin, offrant un sourire mince. « Écoute, mon vieux, je vole avec cette compagnie chaque semaine. Le siège 1A est ma place habituelle. Ce n'est pas personnel. » Étienne se tourna vers lui. « Rien de personnel. C'est exactement ce que cela devient quand vous attendez que quelqu'un d'autre abandonne un siège qu'il a payé juste parce que vous le voulez, » répliqua-t-il, l'air entre eux s'épaississant comme dans un duel verbal à la française, où les mots sont des épées affûtées. L'hôtesse intervint rapidement. « Messieurs, s'il vous plaît, pouvons-nous résoudre cela sans… » Mais la femme âgée, Marie, interrompit à nouveau, sa voix portant une note d'incrédulité. « Sans faire de scène ?» C'est déjà une scène, et ce n'est pas lui qui la provoque. Un homme dans la deuxième rangée, un voyageur d'affaires nommé Pierre Laurent, avec une cravate impeccablement nouée et un laptop ouvert, hocha la tête en accord, le billet décide du siège. Point final, ajouta-t-il, sa voix résonnant avec cette logique cartésienne si prisée en France, où la raison prime sur l'émotion. Étienne vit l'équipage échanger un regard rapide et inconfortable. Clairement, il n'avait pas anticipé que les passagers interviennent. Mais au lieu de reculer, le ton du steward plus grand devint plus ferme. « Si vous ne coopérez pas, monsieur, nous pourrions devoir retarder le départ. » Étienne s'adossa à son siège, les yeux fermes. « Si c'est ce qu'il faut, alors je suppose que nous allons retarder. Je ne vais pas me déplacer. » Quelques personnes murmurèrent bas, certaines agacées par le retard, d'autres clairement de son côté, un microcosme de la société française où les opinions se divisent, mais la solidarité peut émerger face à l'injustice. La mâchoire de Jacques se crispa, mais il recula, sortant son téléphone comme pour se distraire, une feinte typique pour masquer la frustration. L'équipage s'éloigna à nouveau, et Étienne exhala lentement. Il avait tenu sa position, mais il savait que ce n'était pas fini. Ce genre de confrontation ne s'évaporait pas simplement, elle mijotait comme un plat français qui gagne en saveur avec le temps. Quelques minutes plus tard, une annonce au intercom retentit. « Mesdames et messieurs, nous finalisons nos arrangements de siège et partirons sous peu. Merci pour votre patience. » Et Étienne perçut les mots « arrangement de siège » comme une sonnette d'alarme, sachant qu'il manœuvrait encore en coulisses, mais il n'avait pas idée que le prochain mouvement impliquerait de diriger l'attention de toute la cabine sur lui, une escalade qui rappelait les scandales publics dans la presse française. L'allée était presque dégagée, seulement quelques passagers encore en mouvement vers leur siège. Étienne venait d'ouvrir un dossier de son attaché, case quand il vit deux figures revenir. Le même steward grand avant, maintenant accompagné d'un superviseur au sol en uniforme, dont l'insigne poli capturait la lumière du plafond, et son sourire était de ceux que les gens utilisent quand ils essaient d'être aimables tout en délivrant de mauvaises nouvelles, une hypocrisie que Étienne, en bon observateur des mœurs françaises, détectait immédiatement. « Monsieur Moreau, » dit le superviseur d'une voix assez forte pour que l'avant de la cabine entende, « nous allons devoir vous demander une dernière fois de vous déplacer vers un autre siège afin que nous puissions accommoder notre membre élite. » Plusieurs passagers levèrent les yeux immédiatement. Cela n'était plus discret. Il diffusait la confrontation pour que tous en soient témoins, une tactique qui heurtait le sens de la privacy si chère aux Français. Étienne posa son dossier et répondit « Je vais devoir vous dire à nouveau, je ne vais pas me déplacer. J'ai un siège confirmé et j'ai embarqué selon mon billet. » Le superviseur regarda vers Jacques, toujours debout dans la zone de la galée, puis revint à Étienne. « Monsieur, refuser de respecter les instructions de l'équipage peut entraîner votre expulsion de l'avion. » Étienne sentit une chaleur monter dans sa poitrine, non de peur, mais de la manière dont ces mots étaient conçus pour le presser en public. C'était une tactique, forcer quelqu'un à reculer en le faisant passer pour le problème, et il se rappela alors un incident de sa jeunesse, quand à 20 ans, lors d'un stage à Paris,
Un supérieur l'avait humilié devant des collègues pour une erreur mineure. Un moment qui l'avait poussé à fonder sa propre entreprise, jurant de ne plus jamais laisser quiconque le traiter ainsi, une résolution ancrée dans l'esprit entrepreneurial français, inspirée par des figures comme Napoléon, qui transformaient l'adversité en triomphe. De l'autre côté de l'allée, la voix de Marie coupa à nouveau: « C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement déplacer un passager payant parce que quelqu'un d'autre veut son siège. » Maintenant, des murmures se répandirent en première classe. Pierre, l'homme d'affaires, parla: « Oui, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est mal. » Étienne nota que Jacques se déplaçait inconfortablement, son sourire s'effaçant, mais le superviseur ne cédait pas. « Nous demandons votre coopération pour partir à l'heure. Si vous le souhaitez, je peux vous escorter au comptoir de la porte pour en discuter. » Étienne rencontra son regard. « Donc, vous me proposez de me retirer de mon siège payé pour avoir une conversation sur pourquoi je devrais le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce correct ?» Le superviseur ne répondit pas directement. « Monsieur, il serait préférable de gérer cela sans plus d'interruptions. » Étienne se pencha légèrement en avant, baissant sa voix mais s'assurant qu'elle porte assez pour que les passagers proches entendent. « La seule interruption, c'est vous ici me demandant d'abandonner quelque chose que j'ai acheté légitimement. Si c'était vraiment une erreur administrative, vous lui demanderiez à lui de se déplacer, pas à moi. » Le silence qui suivit fut lourd. Les passagers se regardèrent, attendant de voir qui clignerait en premier, une tension palpable comme dans un film de Truffaut, où les silences en disent plus que les dialogues. Finalement, le sourire du superviseur s'amincit. « Très bien, restez à votre siège. Nous ferons des arrangements alternatifs. » Et il partit ainsi, laissant Étienne victorieux pour le moment, mais avec une pointe d'amertume qui allait fermenter comme un bon vin français en cave. Le vol décolla enfin, avec un léger retard, et Étienne, tout en sirotant son cognac offert par une hôtesse maintenant plus réservée, réfléchit à l'incident, se demandant si cela valait la peine de poursuivre, mais au fond de lui, une étincelle s'allumait, rappelant que dans la culture française, le respect n'est pas négociable, et que parfois, une petite humiliation peut mener à de grandes conséquences, comme les révoltes qui ont changé l'histoire du pays. Pendant le trajet, Marie, la femme âgée, lui adressa un sourire complice. « Bien joué, mon cher. Il faut défendre ses droits, dit-elle. » Et Pierre, de s'arranger, leva son verre en signe de solidarité. « À l'égalité, murmura-t-il, un toast improvisé qui réchauffa l'atmosphère, transformant l'incident en un moment de fraternité inattendu. Jacques, relégué à un autre siège, évitait les regards, son arrogance ébranlée, et Étienne, en contemplant les nuages au-dessous, se promit que cela ne s'arrêterait pas là, car comme les philosophes français l'enseignent, l'action suit la pensée, et il était temps d'agir avec stratégie. À l'atterrissage à Paris-Charles de Gaulle, Étienne descendit le premier, sentant les regards admiratifs de quelques passagers, et tandis qu'il marchait vers la sortie, il composa déjà mentalement le plan pour faire regretter à Ergalia cette erreur, une vengeance froide et calculée, à la manière des intrigues de Dumas, où la justice se sert patiemment. Mais pour l'instant, il savourait la victoire immédiate, sachant que le vrai combat commençait maintenant, dans les coulisses des affaires, où Morrow Technologies tenait les rênes invisibles des opérations de la compagnie. Et ainsi se termina la confrontation en vol, laissant Étienne avec une détermination renouvelée, prêt à transformer cet affront en une leçon mémorable pour tous ceux qui oublient qu'en France, nul n'est au-dessus des principes d'égalité. De retour à Paris, Étienne Moreau descendit de l'avion avec un sentiment mitigé de victoire et d'amertume, comme si les nuages qui l'avaient survolé avaient imprégné son esprit d'une grisaille persistante, une sensation familière aux Parisiens, habitués au ciel changeant de la Seine. La capitale l'accueillit avec son effervescence coutumière, le bourdonnement des taxis, les odeurs de croissants frais émanant des boulangeries de l'aéroport Charles de Gaulle, et cette lumière particulière qui filtre à travers les vitres, rappelant les tableaux impressionnistes de Monet, où chaque instant capture une émotion fugace. Étienne, en bon français attaché à ses racines, ne pouvait s'empêcher de réfléchir à l'incident du vol comme à une parabole moderne des inégalités sociales, ces vestiges de l'Ancien Régime que la Révolution de 1789 avait cherché à abolir, mais qui resurgissaient parfois dans les interactions quotidiennes, même au XXIe siècle. Au lieu de rentrer directement chez lui, il décida d'appeler son ami de longue date, Luc Bertrand, un avocat parisien spécialisé en droit des affaires, avec qui il partageait une amitié forgée dans les bancs de la Sorbonne, où ils avaient débattu des heures durant sur les idéaux de Rousseau et de Voltaire, ces piliers de la pensée française qui exaltent la raison et la justice. « Luc, j'ai besoin d'un verre et d'une oreille attentive, » dit Étienne au téléphone, sa voix encore empreinte de la tension du vol, et Luc, fidèle à l'esprit de fraternité,
qui lie les vrais amis en France, répondit sans hésiter, « Viens chez moi, rue de Rivoli. J'ai une bouteille de Bordeaux qui n'attend que nous. » Ainsi, Étienne se dirigea vers l'appartement haussmannien de Luc, traversant les rues animées du centre de Paris, où les terrasses des cafés bruissaient de conversations philosophiques et de rires légers, un cadre qui l'apaisa quelque peu, lui rappelant que la vie parisienne, avec son art de vivre, offrait toujours un refuge contre les affronts du monde extérieur. Arrivé chez Luc, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux poivre et sel et au sourire malicieux, Étienne fut accueilli par une accolade chaleureuse, suivie d'un rituel typiquement français, l'ouverture d'une bouteille de vin rouge, un château Margaux millésimé, dont le bouquet fruité emplit la pièce, évoquant les vignobles bordelais et les traditions ancestrales de la convivialité. Assis dans le salon aux meubles Louis XV, avec vue sur les jardins des Tuileries, Étienne raconta l'incident en détail, le siège 1A, l'arrogance de Jacques Lefebvre, les interventions de l'équipage et les soutiens inattendus de Marie et Pierre, ces passagers qui avaient incarné, l'espace d'un vol, l'esprit républicain où l'égalité prime sur les privilèges. Luc écouta attentivement, sirotant son vin, ses yeux pétillants d'une indignation partagée, car en tant qu'avocat, il avait vu tant de cas où les puissants abusaient de leur position, un mal que la France combat depuis les Lumières. C'est inacceptable. Étienne, déclara Luc, posant son verre avec emphase, cela rappelle les caprices des aristocrates d'avant 1789, quand les roturiers étaient évincés pour le bon plaisir des nobles. Mais toi, avec Moreau Technology, tu as le pouvoir de riposter. Ne laisse pas cela passer. La vengeance, en France, se sert froide, comme un plat de cuisine raffiné. Étienne hocha la tête, sentant une résolution se former en lui, inspirée par ces discussions qui, dans la culture française, transforment les griefs personnelles en réflexions universelles sur la société. Ils passèrent la soirée à débattre, Luc suggérant des approches légales subtiles, comme une plainte pour discrimination, mais Étienne, plus stratège que vindicatif, envisageait déjà une réponse économique, car son entreprise fournissait les logiciels essentiels à Air Gallia, ces systèmes qui géraient tout, de la programmation des vols à la maintenance, un levier invisible mais puissant, rappelant comment les entrepreneurs français comme ceux de la Belle Époque avaient bâti des empires en alliant innovation et sens des affaires. Au fil de la conversation, Étienne se rappela ses origines modestes en province, à Lyon, où son père, un ouvrier d'usine, lui avait inculqué les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, des mots gravés dans le marbre des monuments parisiens et dans l'âme des Français. « Je ne vais pas les attaquer frontalement », confia Étienne à Luc, « mais je vais réaligner mes priorités. Air Gallia va apprendre que le respect n'est pas optionnel. » Luc leva son verre en toast. « À la justice poétique, mon ami. Que cette leçon soit comme un roman de Victor Hugo. Longue à venir, mais inoubliable. » La nuit tombant sur Paris, Étienne rentra chez lui, un appartement élégant dans le Marais, où l'attendait un dîner familial, car malgré ses obligations professionnelles, il chérissait ces moments intimes qui définissent l'art de vivre à la française. Sa femme, Claire, une galeriste d'art contemporain, avait préparé un repas simple mais raffiné, une salade niçoise suivie d'un bœuf bourguignon mijoté, accompagné d'un vin de Bourgogne, et leurs deux enfants, adolescents curieux, l'écoutèrent raconter l'anecdote du vol avec des yeux écarquillés. Autour de la table en bois ancien, éclairée par des bougies, Étienne expliqua à sa famille comment cet incident illustrait les principes de la Révolution française. En 1789, nos ancêtres ont renversé les privilèges pour instaurer l'égalité. Aujourd'hui, dans un avion, on voit encore des vestiges de cela. Mais nous, les Français, nous savons que le vrai pouvoir réside dans la dignité maintenue. Claire, avec sa sensibilité artistique influencée par les œuvres de Delacroix, représentant la liberté guidant le peuple, approuva. Tu as raison de ne pas te laisser faire. C'est une question de respect. Ce pilier de notre culture, où même les plus humbles méritent considération. Les enfants, imprégnés de l'éducation républicaine des écoles françaises, posèrent des questions, transformant le dîner en une leçon vivante d'histoire et de morale, un rituel familial qui renforça la détermination d'Étienne. Le lendemain matin, il arriva tôt au siège de Moreau Technologies, un bâtiment moderne aux lignes épurées dans le quartier de la Défense, ce hub des affaires parisiens, qui symbolise l'innovation française face à la concurrence mondiale. Le soleil se levait sur les tours de verre, teintant le ciel d'un or doux, et Étienne, salué par le gardien avec un bonjour, Monsieur Moreau respectueux, se dirigea vers la salle de conférence, où l'attendait sa COO, Sophie Leclerc, une femme dynamique d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts et à l'esprit analytique forgé dans les grandes écoles comme Polytechnique. Sophie,
fidèle collaboratrice depuis 10 ans, avait préparé une pile de documents et son ordinateur portable ouvert, prête à plonger dans les détails, incarnant cette efficacité française où le travail s'allie à l'élégance. « J'ai sorti tous les contrats avec Ergalia », dit-elle en serrant la main d'Étienne. « Notre accord principal court jusqu'à la fin de l'année. Les discussions de renouvellement sont prévues pour l'automne. Nous fournissons leur programmation de vol, le suivi de maintenance, la gestion d'équipage. En gros, si nos systèmes s'arrêtent, ils seraient en chaos en quelques heures. » Étienne s'assit en bout de table, feuilletant les pages, son esprit stratégique en ébullition, inspiré par les tacticiens français comme Napoléon, qui planifiaient leur campagne avec précision. « Et combien d'autres compagnies avons-nous en ligne qui prendraient ce paquet exact si nous le retirions d'Ergalia » demanda-t-il. Sophie sourit légèrement. « Au moins 3. 2 d'entre elles sont leurs concurrents directs, comme Eurowings et Transatlantique. » Étienne referma le dossier. « Alors, commençons ces conversations aujourd'hui, discrètement. Je veux qu'Ergalia passe au bas de notre liste de priorités. Plus d'extras, plus de support accéléré, plus de traitement spécial. Ils m'ont traité comme une nuisance sur mon propre billet. Voyons comment ils gèrent d'être une nuisance dans leurs propres opérations. » Les sourcils de Sophie se haussèrent. « C'est à propos de ce qui s'est passé sur ton vol ?» Étienne s'adossa. « C'est à propos du respect. Ils ont choisi de me déplacer publiquement pour quelqu'un qu'ils valorisaient plus. Pas pour l'argent, pas pour le statut, mais parce qu'ils pensaient pouvoir le faire. Je veux qu'ils sachent que le siège qu'ils ont essayé de me prendre pourrait être le plus cher qu'ils aient jamais tenté de bouger. » Sophie hocha la tête lentement, appréciant la subtilité de la riposte, une approche qui évitait les scandales publics pour privilégier l'efficacité économique, à la manière des négociations diplomatiques françaises. À ce moment, leur assistant jeune, Antoine Duval, un millénial fraîchement diplômé de HEC, entra dans la salle avec un café pour chacun, symbole de cette courtoisie au travail qui adoucit les débats intenses. Antoine, avec son enthousiasme juvénile et ses idées innovantes, proposa: « Pourquoi ne pas ajouter une touche digitale? Nous pourrions implémenter des mises à jour logicielles qui ralentissent subtilement leur système sans violer le contrat, comme un mode économie activé par défaut. Cela les forcera à nous contacter plus souvent, révélant leur dépendance. » Étienne rit doucement, appréciant l'ingéniosité d'Antoine, qui rappelait les jeunes inventeurs français comme ceux de la start-up nation promue par Macron, où la tech rencontre l'héritage créatif. « Bonne idée, Antoine. Intégrez cela dans le plan. Mais restons dans les limites légales. Nous ne sommes pas des vengeurs masqués, mais des professionnels qui rétablissent l'équilibre. » Pendant le reste de la matinée, Étienne, Sophie et Antoine révisèrent chaque point de contact qu'Ergalia avait avec Moreau Technologies, cartographiant précisément comment réallouer leurs ressources vers d'autres clients, tout en respectant scrupuleusement les termes du contrat actuel, une prudence qui reflétait le respect français pour le droit et les engagements. Ce n'était pas vindicatif, c'était stratégique, comme une partie d'échecs où chaque mouvement anticipe les suivants, un jeu que les Français excellent depuis des siècles. Vers midi, des appels étaient déjà passés à 2 compagnies rivales, Eurowings et Transatlantique, toutes 2 avides d'entendre comment Moreau Technologies pouvait adapter ses systèmes à leurs besoins. Des discussions menées avec cette diplomatie feutrée typique des affaires à la française, où les accords se scellent autour d'un déjeuner d'affaires plutôt que par des emails froids. Étienne ne précipita pas les propositions. Il voulait que ce mouvement semble inévitable, non réactif, une leçon de patience inspirée par la littérature française, où les héros comme ceux de Stendhal attendent le moment propice pour agir. En sortant de la salle de conférence, Sophie l'interpella. « Tu es sûr de ne pas vouloir les avertir, Ergalia ?» Étienne s'arrêta à la porte, un sourire ténu aux lèvres. « Non, laisse-leur le choc quand cela comptera. Et souviens-toi, cela aurait pu être évité avec 2 mots simples. Bon voyage. » Mais ce qu'Étienne n'anticipait pas encore était à quel point les conséquences se manifesteraient rapidement et quelle panique cela causerait au siège d'Ergalia, un retournement digne des twists dans les romans de Maupassant, où les petites actions mènent à de grands drames. 3 jours plus tard, Étienne était dans son bureau, révisant le contrat de Marseille, quand Sophie entra, tenant son téléphone. « Tu vas vouloir entendre ça », dit-elle en activant le haut-parleur. À l'autre bout, un contact d'un bureau régional d'Ergalia parlait d'un ton pressé. « Nous avons un retard dans la programmation. Le système tourne plus lentement que d'habitude, et nos demandes de support ne sont pas priorisées comme avant. Des vols risquent d'être retardés. » Sophie jeta un regard à Étienne, qui se contenta de s'adosser, laissant l'homme continuer, un silence stratégique qui en disait long. À la fin de la semaine, les appels venaient directement du siège corporate d'Ergalia. Leur directeur des opérations essayait de sembler composé. Mais la tension était palpable.
Monsieur Moreau, nous avons noté un changement dans le niveau de service de votre équipe. Y a-t-il quelque chose dont nous devrions être informés? La réponse d'Étienne fut calme, délibérée. Votre niveau de service est exactement ce que spécifie notre contrat. Ni plus, ni moins. Il y eut une pause de l'autre côté. Alors, nous aimerions fixer une réunion pour discuter d'une extension. Nous sommes prêts à ajuster les termes actuels. Étienne coupa court, sa voix ferme. Je suis déjà en pourparlers avec d'autres compagnies. Nous honorerons notre accord avec vous, mais au-delà, je crois que nos priorités s'alignent mieux ailleurs. Ce fut poli, professionnel et définitif. Un échange qui rappelait les négociations historiques françaises, où la courtoisie masque la résolution inébranlable. 2 semaines plus tard, la rumeur circulait dans l'industrie. Moreau Technologies réorientait ses ressources vers les concurrents. Airgalia ne s'effondrait pas, mais ses opérations étaient tendues, sa réputation subissant des coups subtils mais notables, le genre de dommages qui perdurent comme les cicatrices des révolutions passées. Une après-midi, Étienne reçut une lettre, non du bureau corporate, mais du PDG lui-même. Elle était brève, reconnaissant un incident sur l'un de leurs vols, s'excusant pour tout malentendu et exprimant l'espoir de reconstruire la relation d'affaires. Étienne la lut une fois, puis la posa de côté. Une excuse envoyée des semaines après, seulement après avoir senti les conséquences, n'était pas la même que celle qui aurait dû être donnée sur le moment, une réflexion sur l'authenticité si valorisée dans la culture française, où les mots doivent être sincères pour compter. Ce soir-là, lors d'un dîner avec Luc, Étienne résuma. Les gens pensent que le manque de respect est un moment, une petite chose qu'on peut ignorer. Mais parfois, c'est le moment qui décide comment s'écrit le prochain chapitre de ton histoire, pour toi et pour eux. Luc hocha la tête. Alors, tu ne vas pas revenir en arrière? Étienne sourit légèrement. Non, à moins qu'il n'achète un billet pour mon vol. En ENA, la morale émergeait. Le respect ne se résume pas à la position, au statut ou au titre. Il s'agit de comment on traite quelqu'un quand on pense que personne ne regarde. Les décisions les plus petites peuvent coûter le plus cher. Et parfois, le prix n'apparaît qu'une fois qu'il est trop tard pour le réparer. Si vous avez déjà été dans les souliers d'Étienne, sous-estimé ou écarté, rappelez-vous que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Utilisez-le avec sagesse. Tenez votre position quand cela compte et ne laissez jamais quelqu'un décider de votre valeur à votre place. Car parfois, le siège le plus silencieux dans l'avion peut s'avérer être la déclaration la plus forte que vous ferez jamais. Les conséquences de la décision stratégique d'Étienne Moreau ne tardèrent pas à se manifester, comme une marée montante sur les plages de Normandie, inexorable et imprévisible, rappelant ces forces historiques qui ont façonné la France, des invasions normandes aux révolutions qui ont redessiné le paysage social. Quelques semaines après avoir réorienté les priorités de Moreau Technologies, Airgalia commença à ressentir les effets subtils mais cumulatifs de ce changement. Des retards dans les systèmes de programmation, qui, autrefois résolus en heures, s'étiraient désormais sur des jours entiers, des bugs mineurs dans la gestion de la maintenance qui perturbaient les rotations des avions et une efficacité globale en berne qui se traduisait par des plaintes de passagers et des coûts opérationnels en hausse, un chaos discret mais palpable, évoquant les grèves françaises où un grain de sable dans l'engrenage peut paralyser tout un système. Au siège de la compagnie aérienne, situé dans un immeuble moderne près de Roissy, les cadres supérieurs, habitués à une fluidité parfaite grâce au logiciel de Moreau, se retrouvaient soudain face à une réalité inconfortable. Une leçon sur la dépendance technologique que les penseurs français comme Jacques Ellul avaient anticipé dans leur critique de la société technicienne. Le premier signe concret vint sous forme d'un appel urgent du directeur technique d'Airgalia, un homme nommé François Duval, dont la voix, au téléphone, trahissait une anxiété mal contenue, comme celle d'un capitaine de navire affrontant une tempête inattendue. « Monsieur Moreau, nos systèmes montrent des signes de ralentissement persistant, expliqua-t-il, et malgré nos demandes répétées, le support n'est plus aussi réactif qu'avant. Pouvez-vous nous accorder une priorité pour résoudre cela? Des vols sont en jeu, et nos clients commencent à s'impatienter. Étienne, assis dans son bureau surplombant la skyline de la Défense, écouta patiemment, sirotant un café noir serré, ce breuvage essentiel à la réflexion matinale des Parisiens, et répondit avec une courtoisie mesurée, ancrée dans la tradition diplomatique française. « Je comprends votre préoccupation, monsieur Duval. Mais comme je l'ai indiqué précédemment, nous respectons scrupuleusement les termes de notre contrat. Si vous souhaitez un niveau de service supérieur, cela nécessiterait une renégociation.
La pause qui suivit fut lourde, chargée de l'implicite non dit, et François insista. Nous sommes prêts à discuter d'une augmentation des tarifs ou même d'une extension exclusive. Mais Étienne, fidèle à sa résolution, déclina poliment. Malheureusement, nos ressources sont désormais allouées à d'autres partenaires. Je vous suggère de chercher des alternatives, car notre collaboration actuelle touche à sa fin naturelle. Cet échange marqua le début d'une série de tentatives de plus en plus désespérées de la part d'Air Gallia, des emails formels aux invitations à des déjeuners d'affaires dans des restaurants étoilés du 8e arrondissement, où l'on espérait charmer Étienne avec des plats raffinés, comme un foie gras poêlé ou un magret de canard. Ces délices culinaires qui, dans la culture française, servent souvent de lubrifiant aux négociations délicates. Pourtant, Étienne resta inébranlable, se rappelant l'humiliation du vol comme un affront à sa dignité, un principe sacré depuis les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui proclament que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Au milieu de cette tourmente, une nouvelle figure entra en scène. Claire Beaumont, une journaliste chevronnée et amie d'enfance d'Étienne, originaire de la même petite ville lyonnaise, où ils avaient partagé des bancs d'école et des rêves d'un monde plus juste, inspirés par les récits des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Claire, travaillant pour un grand quotidien parisien comme Le Monde, avait eu vent des rumeurs circulant dans l'industrie aérienne. Des murmures sur les difficultés opérationnelles d'Air Gallia et le rôle pivot de Morrow Technologies. Par le biais de sources anonymes, ces informateurs discrets, qui alimentent la presse française, gardienne vigilante de la transparence républicaine. Elle contacta Étienne pour un déjeuner informel au Café de Flore, ce lieu mythique du Saint-Germain-des-Prés où Sartre et Beauvoir avaient philosophé sur l'existence, un cadre parfait pour une conversation profonde. « Étienne, mon vieux, qu'est-ce qui se passe avec Air Gallia? On parle de retard systémique et de contrat en péril ?» demanda Claire en commandant un croque-monsieur et un verre de Sancerre, son regard perçant trahissant sa curiosité journalistique affûtée. Étienne, confiant en leur amitié de longue date, raconta l'incident du vol dans ses moindres détails, de l'arrogance de Jacques Lefebvre aux interventions solidaires de Marie et Pierre, en passant par la pression de l'équipage, une narration qui évoquait les contes moraux de La Fontaine, où les fables animales enseignent des leçons humaines. Claire, fascinée, nota mentalement les éléments, voyant là une histoire exemplaire sur les abus de pouvoir dans le monde des affaires, un thème récurrent dans la presse française qui dénonce les inégalités persistantes malgré les idéaux de la veuve république. Je pourrais en faire un article anonymisé, sans te nommer directement, pour souligner comment une petite injustice peut mener à de grandes répercussions, proposa-t-elle. Et Étienne acquiesça. Vas-y Claire, que cela serve de leçon publique. Comme les pamphlets de Voltaire, qui éclairaient les esprits. L'article parut quelques jours plus tard, titré « Quand un siège en avion révèle les failles des privilèges modernes », un texte incisif qui, sans citer de nom, décrivait l'incident comme un microcosme des tensions sociales en France, où l'élitisme aérien symbolisait les disparités plus larges, provoquant un buzz modéré dans les cercles professionnels et renforçant la pression sur Air Gallia, dont les actions en bourse chutèrent légèrement, un effet boule de neige que les économistes français comme Piketty analysent dans leurs travaux sur les inégalités. Au cœur de ces conséquences, Étienne reçut enfin la lettre tant attendue du PDG d'Air Gallia, un homme nommé Bertrand Leclerc, rédigé sur un papier à en-tête élégant, avec des excuses formelles pour tout malentendu survenu lors d'un récent vol et une proposition de rencontre pour reconstruire un partenariat fructueux. Étienne la lut dans son salon, un verre de Bordeaux à la main, ce vin rouge robuste qui incarne l'âme des terroirs français, et posa la missive de côté avec un sourire ironique, se rappelant que les excuses tardives, comme les regrets dans les romans de Proust, perdent leur saveur quand elles arrivent après que le temps a fait son œuvre destructrice. « Trop peu, trop tard », murmura-t-il, pensant à comment cette affaire illustrait la fraternité républicaine. Quand l'un est lésé, c'est toute la société qui en pâtit. Mais le destin, avec son sens du drame théâtral digne de Racine, réserva une surprise supplémentaire. Lors d'un gala de charité à l'Opéra Garnier, ce joyau architectural du Second Empire, où les élites parisiennes se réunissent pour des causes nobles, Étienne croisa Jacques Lefebvre, l'homme du vol, vêtu d'un smoking impeccable, un verre de champagne à la main, entouré d'un cercle d'admirateurs. La reconnaissance fut mutuelle, un regard croisé à travers la salle ornée de lustres cristallins, et Jacques, être poussé par une conscience tardive ou par la curiosité, s'approcha d'Étienne près du grand escalier, où les conversations murmurent comme des secrets d'alcôve. « Monsieur Moreau, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés.
dit Jacques avec un sourire forcé, tentant de désamorcer la tension par une pointe d'humour british. Mais Étienne, avec la franchise française qui ne mâche pas ses mots, répondit. En effet, sur un vol où vous avez cru que votre statut vous donnait droit à mon siège. Une erreur qui a eu des répercussions inattendues, n'est-ce pas? Jacques pâlit légèrement, conscient des rumeurs sur les difficultés d'Air Gallia, et balbutia. Je n'avais pas réalisé. C'était une méprise de l'équipage. Je m'excuse si cela vous a offensé. Étienne, magnanime comme un héros hugolien, hocha la tête. Les excuses sont bienvenues, mais le vrai enjeu est le respect. En France, nous chantons la Marseillaise pour rappeler que tous sont égaux, du plus humble au plus puissant. Votre VIP n'efface pas cela. Leur dialogue, profond et introspectif, se poursuivit quelques minutes, Jacques admettant son arrogance née d'une habitude de privilèges accumulés, et Étienne partageant comment cet incident l'avait renforcé dans ses convictions républicaines, une conversation qui transforma l'affrontement en une leçon mutuelle, rappelant les débats philosophiques des salons du XVIIIe siècle où les idées s'affrontent pour éclairer les âmes. À la fin de la soirée, Étienne rentra chez lui, traversant les rues illuminées de Paris, la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare de liberté, et s'installa sur son balcon avec une bouteille de Bordeaux, contemplant les lumières de la ville. Ce vin, fruit des vignes patiemment cultivées, symbolisait pour lui la patience et la résilience française, où les épreuves forgent le caractère comme le terroir forge le goût. Liberté, égalité, fraternité, murmura-t-il en levant son verre, pensant à comment cette affaire avait réaffirmé ses valeurs. La liberté de choisir ses batailles, l'égalité face aux privilèges, et la fraternité qui unit même les adversaires dans une leçon commune. La morale de l'histoire émergeait clairement. Le respect n'est pas une option liée au statut ou au titre, mais un fondement de la vie en société, comme l'enseignent les grands penseurs français de Montaigne à Camus. Les décisions les plus anodines, comme déplacer un passager, peuvent coûter cher quand elles ignorent cette vérité. Et le prix, souvent invisible au départ, surgit quand il est trop tard pour réparer. Si vous avez un jour été sous-estimé ou écarté comme Étienne, rappelez-vous que vous portez en vous le pouvoir de la République. Utilisez-le avec sagesse, tenez ferme, quand l'honneur est en jeu, et ne laissez personne définir votre valeur. Car parfois, le siège le plus discret dans un avion peut devenir la déclaration la plus puissante, un écho des révolutions qui ont fait la France, rappelant que dans l'ombre des privilèges, la justice veille toujours, prête à surgir comme un vin qui a mûri en cave, riche et inoubliable. En lisant l'histoire d'Étienne Moreau, je ne peux m'empêcher d'être profondément touché par cette parabole moderne qui résonne avec les valeurs fondamentales de la culture française. Ce récit, ancré dans un incident banal d'un vol aérien, révèle une profondeur philosophique digne des grands auteurs comme Victor Hugo ou Albert Camus, où l'absurde d'une situation quotidienne met en lumière les injustices sociales persistantes. Mon premier sentiment est une indignation contenue, mais constructive. Comment, dans une république qui clame liberté, égalité, fraternité, depuis 1789, peut-on encore assister à de tels actes de favoritisme? Étienne, cet entrepreneur discret et déterminé, incarne l'esprit français de la résistance civile, rappelant les figures des Lumières comme Voltaire qui dénonçait les privilèges des élites. Sa refus de céder son siège UNA n'est pas un caprice égoïste, mais une affirmation de dignité personnelle, un écho à l'existentialisme sartrien, où l'homme se définit par ses choix face à l'oppression. Je ressens une admiration pour sa calme assurance, cette élégance stoïque, typiquement française, forgée dans les cafés parisiens où l'on débat des heures sur la justice sociale, sans hausser le ton. L'intervention des passagers comme Marie et Pierre ajoute une couche de fraternité, évoquant ces moments de solidarité collective qui ont marqué l'histoire de France, des barricades de la Commune de Paris aux manifestations contemporaines pour l'égalité. C'est comme si l'avion devenait un microcosme de la société, où l'arrogance de Jacques Lefebvre symbolise les vestiges de l'Ancien Régime, ces inégalités que la Révolution a cherché à abolir, mais qui resurgissent dans les sphères modernes des affaires et des voyages. Au-delà de l'émotion, cette histoire m'invite à une réflexion introspective, à la manière des essais de Montaigne, qui nous poussent à examiner notre propre vie. Le premier article de foi que j'en retire est l'importance du respect mutuel, pilier de la convivialité française. Dans notre culture, où l'art de vivre, cet art de vivre célébré par les philosophes comme Épicure, revisité par les existentialistes, repose sur la considération d'autrui. Ignorer cela mène à des conséquences inattendues. Étienne nous enseigne que le vrai pouvoir n'est pas dans la confrontation bruyante, mais dans la stratégie patiente, comme un vin de Bordeaux qui mûrit en cave pour révéler sa force. Appliqué à la vie quotidienne, cela signifie défendre ses droits sans agressivité,
face à un collègue qui vous sous-estime lors d'une réunion, ou un voisin qui impose ses privilèges dans un quartier parisien, il faut tenir ferme avec politesse, en rappelant que l'égalité n'est pas un slogan, mais un principe actif. J'ai moi-même vécu des situations similaires. Un jour, dans un train pour Lyon, on m'a demandé de changer de place pour un VIP anonyme. Et cela m'a appris à valoriser ma propre intégrité, inspiré par les idéaux républicains inculqués à l'école laïque. Une autre leçon cruciale est la notion de conséquences différées, un thème cher à la littérature française comme dans Les Misérables, où une petite injustice engendre un destin tragique. Étienne, en réorientant ses affaires loin d'Ergalia, démontre que la vengeance n'est pas vindicative, mais corrective. C'est une justice poétique, où l'on rétablit l'équilibre sans rompre les règles. Dans la vie, cela s'applique en cultivant des relations basées sur la réciprocité. Par exemple, dans les affaires, privilégiez les partenaires qui vous traitent avec équité, comme on choisit un ami fidèle plutôt qu'un opportuniste. Cela résonne avec l'esprit entrepreneurial français, de Napoléon à nos start-upers actuels, qui bâtissent des empires sur la loyauté et la vision à long terme. De plus, l'histoire souligne l'importance de la solidarité. Les soutiens de Marie et Pierre montrent que, en France, la fraternité n'est pas abstraite, mais concrète, comme lors des grèves où le collectif prime. Appliqué personnellement, cela m'encourage à intervenir quand je vois une injustice, même mineure. Aider un collègue discriminé ou défendre un inconnu dans un métro bondé, car ces actes tissent le tissu social républicain. Enfin, cette fable moderne nous rappelle que le respect de soi est le fondement de tout. Dans une culture où l'introspection est élevée au rang d'art, comme chez Proust avec sa Madeleine évoquant les mémoires enfouies, Étienne nous invite à ne pas ignorer les affronts qui minent notre estime. Appliquer cela dans la vie signifie choisir ses batailles avec sagesse, ne pas tout tolérer au nom de la paix, mais agir avec mesure, en se rappelant que chaque décision définit qui nous sommes. Pour les jeunes Français d'aujourd'hui, confrontés à un monde inégal, cela pourrait signifier refuser un emploi où l'on est sous-payé, ou exiger l'égalité dans une relation personnelle, inspirée par les mouvements comme Me Too, qui ont secoué notre société. En somme, l'histoire d'Étienne est un appel à vivre avec dignité, à transformer les humiliations en opportunités de croissance, et à perpétuer les valeurs qui font la grandeur de la France, une nation où l'individu, armé de raison et de courage, peut changer le cours des choses. Si cette histoire vous a inspiré comme moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer votre soutien, à la partager avec vos amis pour propager ces leçons de vie, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos récits philosophiques, et à commenter ci-dessous. Quel est votre propre siège UNA que vous avez défendu? Vos partages font la différence.